Salut et bienvenue sur ce nouveau C'est quand qu'on joue. Aujourd'hui, on va pas jouer, mais on va encore revenir sur l'histoire d'un jeu qui nous a tous fait rager d'ailleurs, le loup-garou. Contrairement au Monopoly ou au No dont j'avais déjà raconté l'histoire en vidéo, c'est pas un jeu qui se pratique jusqu'à 4 joueurs. Non, pour le loup-garou, il faut être au moins 8 joueurs et ça peut monter haut, plusieurs dizaines de joueurs. Il a une autre particularité d'ailleurs, c'est un jeu qui exclut complètement les participants au fur et à mesure qu'on avance dans la partie. Donc on peut jouer 5 minutes au loup-garou sur une partie qui dure 45 minutes. Bref, il y a dedans tous les ingrédients pour que ce jeu, à sa sortie, fasse un énorme flop et vous le savez, ça a fait un gros carton. Et dans cette série de vidéos de C'est quand qu'on joue, je me suis dit ça peut être trop cool de raconter l'histoire complète du loup-garou. Je pensais que ça me prendrait pas très longtemps de faire les recherches. Ça m'a pris plusieurs semaines et on n'est pas loin de l'enquête. Ce que j'ai pu découvrir sur l'histoire de la création du jeu du loup-garou, vous n'êtes pas prêts. L'année dernière, les compteurs ont affiché 7 millions de jeux vendus pour le loup-garou. 700 000 exemplaires rien qu'en 2021, alors qu'en général d'ailleurs un jeu ça s'écoule à 3000 exemplaires par an en moyenne, et encore dans ces cas-là c'est plutôt un jeu qui s'est bien vendu. Philippe Despalières, qui est l'un des deux auteurs du jeu, a même donné le nom de son petit village à lui au loup-garou de Tierce-Lieu. Mais est-ce que le loup-garou, c'est vraiment une idée originale sortie de la tête de ces deux auteurs? Pas vraiment. Et je vais vous raconter l'histoire bizarre qui se cache derrière ces gentils villageois. L'histoire, elle commence en Russie en 1986. Un professeur de psychologie qui s'appelle Dimitri Davidov invente un jeu de société lui-même qui s'appelle Mafia. Il travaille à l'époque à l'université de Moscou et en étudiant les travaux d'un autre russe, le psychologue Lev Semyonovitch Vygotsky, il décide de créer les règles d'un jeu qui ne serait pas très traditionnel, un jeu qui se joue de 8 à 24 joueurs, où il n'y a pas de maître du jeu d'ailleurs. Tout le monde reçoit une carte rouge si on fait partie de la mafia, ou une carte noire si on est un citoyen. Il y a des tours de jeu de journée et de nuit. La journée, on tue une ou plusieurs personnes à l'issue d'un débat, et on ne déclare pas le rôle de la personne qui vient de mourir. Et la nuit, on écrit sur un bout de papier. Tout le monde a écrit, même les citoyens, les mafieux, etc. Donc tout le monde en même temps écrit quelque chose sur un bout de papier. Si on est citoyen, on écrit rien, mais vraiment le mot rien. Et si on est mafieux, on écrit le nom d'une personne qu'on veut éliminer. On ne connaît pas l'identité des autres mafieux, et donc ensuite les papiers sont dépliés. Si c'est le même nom qui est marqué sur tous les bouts de papier où il y a un nom, alors cette personne est éliminée du jeu. Mais si les mafieux ont marqué plusieurs prénoms différents, alors personne n'est éliminé. Et quand est-ce qu'on sait qu'il n'y a plus de mafieux? Quand à un moment donné, en journée, on déplie les papiers, il n'y a que les mots rien, ça veut dire que tous les mafieux ont été éliminés. Et avant de passer à la suite, je suis remonté sur les premiers livrets qui ont été édités du loup-garou, et ils mentionnaient le jeu Mafia, qui est un jeu pour eux traditionnel russe, dans le domaine public donc. Après avoir bien galéré, j'ai retrouvé une interview de 2011 réalisée par François Hafner du site L'Escale à Jeux, qui a réussi à prendre contact avec Dimitri, donc le créateur du jeu Mafia, du jeu qui a été créé quand même en 1986. Les réponses sont surprenantes, je vais revenir sur 5 questions importantes et les réponses que Dimitri a fait. À la question « Mafia est-il un jeu traditionnel ?» comme c'est écrit dans le livret du jeu Les loups-garous de Tierce-Lieu, Dimitri a répondu « Mafia n'est pas un jeu traditionnel ». Alors, n'est pas un jeu traditionnel, je coupe juste la réponse pour dire, ça veut dire que c'est pas un jeu commun, par exemple la bataille, quand on fait une bataille avec des cartes, nous ça c'est un jeu traditionnel chez nous, ça appartient à personne, on a toujours connu ça. Donc, Mafia n'est pas un jeu traditionnel, le livret des loups-garous est trompeur. Ça a le mérite d'être clair. À la question « Mafia est-il dans le domaine public ?» Dimitri a répondu « Mafia n'est pas dans le domaine public ». À la question « Mafia est-il en licence libre ?» Dimitri a répondu « Mafia est disponible pour un usage personnel et sous licence pour une utilisation commerciale ». Et ça veut tout dire. Ça veut dire que dès le départ, il l'a mis en libre de droit si des gens veulent faire leur version, par exemple, pour les faire entre eux, entre potes, en famille, etc. tant que ce n'est pas vendu. Donc il n'y a aucune contrainte à faire sa version de Mafia tant qu'on ne vend pas cette version. Et justement, à la question « Tout le monde peut-il inventer une version libre de Mafia ?» voici ce que Dimitri a répondu. Il n'y a pas de version gratuite de Mafia pour les produits commerciaux. On doit obtenir une licence pour cela. Et à la question « Andrew Plotkin est-il l'auteur de Werewolf ?» Dimitri a répondu « Andrew Plotkin est l'auteur d'un site internet sur Werewolf qui a été la première description en ligne du jeu Mafia avec un thème de loup-garou. » Et il a rajouté « Mais bien avant son site, des gens jouaient déjà à Mafia avec toutes sortes de thèmes, les extraterrestres, les espions et aussi les loups-garous. » Je vous ai retranscrit les réponses aux mots près, en traduction française évidemment, mais les réponses aux mots près qu'a fait Dimitri à l'époque, et avouez que c'est plutôt inattendu. Et ça, c'est que le début. Vous venez d'entendre d'ailleurs parler d'un Andrew Plotkin, et vous savez pas trop qui c'est, alors on va s'arrêter dessus 2 secondes. En 1997, Andrew a adapté le jeu Mafia avec le thème des loups-garous
et il l'a publié sous le nom de Werewolf. Le jeu va être ensuite publié par Looney Labs et c'est seulement en 2001 que le jeu Les Loups-Garous de Tierce-Lieu, que nous on connaît, auquel on joue, avec ce design d'ailleurs si particulier, vont sortir, suivi de près par le jeu Lupus in Tabula. Il y a juste un petit litige sur un truc, eux ils indiquent sur leur site qu'ils sont sortis en 2001. J'ai fait toutes les recherches possibles, j'ai pas trouvé de documents antérieurs à 2002. Et il y a même des personnes qui disent qu'il est vraiment sorti qu'en 2003. Moi, j'ai eu accès à des règles qui sont labellisées 2002, j'ai rien de 2001. Alors je me demande quand même si sur leur site, ils n'ont pas mis 2001 parce que le Loup-Garou est sorti en 2001, le Loup-Garou de Tierce-Lieu. En tout cas, je me suis toujours demandé pourquoi les auteurs du jeu Loup-Garou ne poursuivaient pas en justice les personnes qui sortaient en fait des travaux sur leur concept, qui s'appropriaient leur concept. En 2017, il y a une grande maison d'édition d'ailleurs qui m'avait proposé de créer un jeu vraiment sur la mécanique du Loup-Garou. Et j'avais travaillé dessus, j'avais créé une version, alors pour info c'était dans un univers de super-héros, etc. Et au moment de signer le contrat, j'avais dit attendez, moi je veux pas d'embrouille, est-ce que vous avez bien l'autorisation des auteurs du Loup-Garou de Tierce-Lieu ou est-ce que vous avez acheté les droits? Ils m'ont dit non mais on peut parce que c'est pas tout à fait le même thème, etc. La réponse était un peu fumeuse et du coup j'avais pas signé le contrat, c'est pour ça que mon jeu est jamais sorti. Mais je m'étais déjà fait la réflexion en 2017. Et pour tout vous dire, je trouvais ça étrange d'ailleurs que la maison d'édition fonce en se disant voilà, on change un petit peu le décor, on rajoute 2-3 règles et puis c'est plus le même jeu. Récemment, il y a eu le jeu Les Traîtres qui est sorti sur M6 et là, c'est pareil. Quand vous êtes entré dans cette pièce, vous étiez 14 loyaux. Il y a maintenant 3 traîtres parmi vous. Chers loyaux, je vous rappelle votre mission. Trouvez les traîtres avant qu'ils ne vous bannissent du jeu. On reconnaît bien le Loup-Garou, même si c'est pas prononcé, et j'étais assez étonné qu'ils puissent faire ça sans avoir une seule remarque de la part des créateurs du jeu qui ne percevaient pas de droits quand même, c'est le fondement quand même de l'émission. Mais comme vous venez de le comprendre, l'histoire du Loup-Garou, elle est pas si clean. C'est pas tout à fait celle qu'on nous avait présentée au départ. Donc comme on le disait, Mafia était libre de droit pour l'utilisation privée. Il a commencé à être populaire de sa création en 86 en Russie auprès des étudiants avant de franchir la frontière russe dans les années 90. On l'a retrouvé en Pologne, au Royaume-Uni, en Hongrie, en Norvège et plus particulièrement début 90 aux États-Unis. Et c'est là-bas forcément qu'on va retrouver le plus de variantes, des variantes de thèmes pour le jeu, des variantes de mécanismes de jeu, des règles en plus, des rôles également. Et la variante qui va se populariser le plus, c'est celle de jouer sur la thématique du loup-garou, ou des loups-garous du moins, qui seraient cachés au milieu de villageois. Andrew Plotkin revendique donc en 1997 la paternité du jeu en l'éditant, mais c'est comme pour l'histoire du Uno dont je vous avais parlé dans une ancienne vidéo, il a juste commercialisé ce qui existait déjà. C'est d'ailleurs une version très proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque là il y avait un maître du jeu, contrairement à Mafia, les loups-garous pointaient la victime du doigt pendant la nuit, et un personnage spécial était inclus, la voyante. Hervé Marly et Philippe Despalières, les créateurs du loup-garou qu'on connaît nous, ont toujours expliqué qu'un ami à eux, Bruno Feduti, les avait fait jouer à un jeu dont il avait trouvé les règles sur internet. Et que de là était née leur idée du loup-garou. Il y a de fortes chances que ce soit la version de Plotkin, mais peut-être ils ont vraiment joué à Mafia, en tout cas ça semble crédible, et peut-être qu'effectivement sur internet déjà ça proposait des variantes de loup-garou, ou peut-être que eux, comme tant d'autres avant eux, ont pensé à matérialiser en fait tout ça sous la forme d'un loup-garou. Quoi qu'il en soit, ça ressemble quand même très fort à la version de Plotkin, et ils vont y ajouter deux choses. Ce graphisme-là qui est si particulier, si reconnaissable, et plus de personnages spéciaux comme par exemple la petite fille qui a le droit d'ouvrir les yeux pendant la nuit, ou encore la sorcière qui a 2 potions, une pour tuer et une pour ressusciter. Pareil, Cupidon, ce personnage spécial, c'est une idée à eux. Pourtant, lors d'une interview chez Combini, les 2 auteurs du loup-garou assurent que Bruno Feduti leur avait juste parlé du principe du jeu Mafia. Et toujours selon leur dire, ils vont ensuite travailler pendant 1 an sur leur propre version du jeu et aller voir des éditeurs qui vont tous refuser de produire ce jeu parce que déjà, ils demandent beaucoup de personnes pour y jouer et puis ils n'aiment pas ce jeu. Et les créateurs racontent une espèce de légende urbaine que quand ils faisaient des parties tests, c'est-à-dire si tu présentes un jeu chez un éditeur, ils vont le tester si le jeu est séduisant pour eux, et bien les personnes haut placées, c'était les personnes qui étaient tuées et éliminées en premier. Parce que en équipe, on en profite un peu pour tuer son patron lors du loup-garou, pour je sais pas moi, un espèce d'élan agressif, inconscient. Et en tout cas, que du coup, ils jouaient pas assez à la partie, la vivaient pas assez, et que c'est pour ça que ça a été refusé. Alors, ils partent sur de l'auto-édition, et évidemment, en dehors du circuit médiatique traditionnel qu'on connaît, et le loup-garou va cartonner. Par le bouche à oreille uniquement, et sûrement aussi avec un petit principe psychologique, les occasions d'y jouer sont très rares. Il faut au moins 8 joueurs. Donc ça suscite encore plus de désir d'y jouer. C'est possible que ce soit le cas. En continuant mes recherches, je suis tombé
sur un autre message, un message de Bruno Feduti, le fameux ami des deux auteurs Philippe et Hervé qui ont créé le loup-garou qu'on connaît. Il raconte sa version de l'historique du loup-garou. Je vous ai sélectionné quelques extraits. Je cite: « Le jeu du loup-garou, également connu sous le nom de Mafia, est un jeu d'ambiance très pratiqué en Russie. C'est sur internet que j'ai découvert un jour le jeu. L'idée m'a plu et ce jeu amusant, rapide, conçu pour une dizaine de joueurs est très vite devenu un classique de début ou de fin de soirée. Parmi les habitués de mes soirées jeux se trouvaient Philippe Despalières et Hervé Marly. Ils ont flashé sur ce jeu au point de nous concocter moult variantes, inventant des nouveaux personnages comme les jumeaux ou la petite fille et concoctant quelques jeux maison au graphisme soigné. Bien vite a mûri le projet de publier une version du jeu intégrant toutes ces nouveautés. Ils m'ont contacté pour me joindre à eux et il aurait suffi que je dise oui pour avoir moi aussi mon nom sur la boîte. J'ai vu trop de gens perdre de l'argent en se lançant dans l'auto-édition et je n'ai pas voulu me lancer dans l'aventure. Mais je leur souhaite de réussir et leur jeu reste quand même aussi un peu le mien. » Eh bien non Bruno, ce jeu n'est pas aussi un peu le vôtre, cette variation est un peu la vôtre. Le jeu n'est pas vraiment le sien si on se réfère à tout ce que je viens d'expliquer. Alors, il serait dangereux d'affirmer publiquement que le loup-garou est une copie pure de Mafia ou un plagiat pur de Mafia. Mais il y a une autre question qui a été posée à Dimitri, le créateur de Mafia. Je vous livre la question et sa réponse. Est-ce que le jeu Les Loups-garous de tierce lieu ont une licence pour l'utilisation commerciale de Mafia? Et Dimitri a répondu, ces jeux n'ont pas de licence. Les entreprises qui les produisent induisent délibérément en erreur leurs clients sur les origines du jeu. Cette entreprise a pris mon jeu, a inventé une histoire bidon sur ses origines et fait des profits en les vendant. Alors aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, de nombreuses copies du loup-garou existent. Les créateurs du jeu se plaignent d'ailleurs de ça dans une interview de Combini. Ils parlent des plagiats qu'ils subissent en Asie. Il y a des contrefaçons en Chine, en Asie du Sud-Est, ils adorent ça. Et ils adorent ça, mais ils adorent pas payer les royalties du tout. C'est assez ironique. En 2013 est même sorti un jeu qui s'appelle One Night Werewolf, donc qui fait plus référence quand même à Werewolf, mais qui a un loup-garou light non homologué qui a été créé par Akihisa Okui et qui est distribué par Japan Brand. L'auteur assume pleinement d'avoir repris le loup-garou de tierce lieu et en 2013, la question juridique se posait. Les créateurs du loup-garou pouvaient ouvertement faire valoir un cas de, on appelle ça de parasitage commercial. Le parasitage commercial, c'est quand un produit utilise les atouts développés par un autre produit qui a déjà eu du succès. Mais il n'y a rien eu, pas d'attaque, pas de juridique. Alors personnellement, je crois que personne n'a envie d'ouvrir la boîte de Pandore juridique pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Toutes les recherches que j'ai pu faire durant des semaines pointent dans la direction que peu importe qui attaquera qui, tout finira par désigner une seule victime qui a été lésée, Dimitri, pour son jeu Mafia. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube et au compte Instagram de C'est quand qu'on joue, c'est dans la description. À très bientôt, ciao.